Merci Emmanuel pour cette introduction. Tout d'abord, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci pour l'invitation, en tout cas, pour la Com des Curieux. J'étais ravi d'avoir été sollicité pour cette intervention, en espérant pouvoir partager mes connaissances et mon expérience dans ce domaine qui est d'autant plus d'actualité en ce moment avec la période que nous traversons. Donc une petite présentation de ma part. Donc Nicolas Leplénier, directeur de la communication et de l'image de la ville de Manosque. Ça fait aujourd'hui plus de 20 ans que je suis dans cet univers-là de la communication. J'ai eu la chance après quelques expériences au sein de studios de création et d'agences, de pouvoir diriger et créer mon agence de communication pendant 20 ans, pendant 16 ans, excusez-moi, pendant 16 ans. Donc une agence de communication globale qui était basée en région PACA. Donc une vie professionnelle bien remplie et qui a compté plus d'un millier de clients pendant ces 16 années. Et j'ai fait le choix en juin 2019 de vendre ma société et les produits qui étaient associés pour partir voyager autour du monde. Donc une expérience qui a été très enrichissante d'un point de vue personnel, mais également d'un point de vue professionnel, puisque ça m'a permis de découvrir au travers de paysages, d'environnements ou de rencontres dans les différents pays, les méthodes et les techniques utilisées en matière de communication. Donc, c'est une expérience forte et enrichissante sur ce point-là également. Et après un retour forcé en France, assez frustrant de par la crise sanitaire. Donc, j'ai rejoint la mairie de Manosque pour prendre la direction du service communication. Donc, c'est une autre facette du métier. C'est une facette aussi que je découvre sur certains aspects. Et du coup, ça me permet aussi d'aborder en ce moment, par exemple, la communication de crise. Donc voilà, c'est un éventail assez large d'un point de vue professionnel. Donc j'ai enseigné la communication à des étudiants et des porteurs de projets. D'ailleurs, j'ai vu certains noms passer, ils se reconnaîtront et ça me fait plaisir de les retrouver sur ce type de webinaire. Des personnes qui ont déjà assisté à des ateliers que je proposais. Et ça fait plaisir de voir certains basalpés, en tout cas, parmi nous. Donc en tout cas, c'était des cours en présentiel à chaque fois. Donc là, aujourd'hui, je me retrouve face à un écran avec plein de petites pastilles. Donc c'est un peu déconcertant. Donc j'espère que vous serez indulgents sur ces points et qu'on va pouvoir apporter le maximum enfin, que je vais pouvoir vous apporter le maximum de conseils par rapport à cette volonté de communiquer utile tout en gérant son image et sa réputation. Voilà, donc si vous avez des questions peut-être dans un premier temps, alors rappelez-vous, il faut lever la main, enfin cliquer sur la petite main qui est au centre de la barre. Et s'il n'y a pas de questions, on va démarrer d'entrée cet atelier qui va être fourni en informations et qui va m'obliger à aller assez rapidement vu le temps imparti. Donc, je vais vous demander d'être super concentré et qu'on puisse interagir de manière brève et concise durant cette heure ensemble. Donc, vous êtes prêts, tout le monde? Eh bien, on y va. Voilà. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on demande? On demande, enfin, qu'est-ce qu'on demande et qu'est-ce qu'on recherche? C'est d'être reconnu et de maîtriser son image. Donc, que ça soit pour un produit, une marque, un établissement ou une entreprise, toutes ces parties-là doivent être reconnues auprès de leurs cibles respectives pour des raisons simples et évidentes. Donc, selon vous, lesquelles?
Si vous avez des réponses, n'hésitez pas à lever la main. Personne. Donc, lesquels, en l'occurrence, un besoin de, de connaissance, la transmission des valeurs associées et aussi une fidélisation. Alors, je vois en même temps que vous, excusez-moi, je découvre la petite conversation en chat. Voilà, donc Camille Leclerc, je te remercie pour ton intervention. En effet, se démarquer de ses concurrents, ça en fait partie. Et ça va passer par différentes étapes. Donc n'hésitez pas si j'en profite comme Camille, donc si vous souhaitez interagir via le chat plutôt que via le micro, il n'y a aucun souci. Je viens juste de découvrir que ça y était, donc on est bon pour ça. Maintenant, il y aura la réactivité pour. Donc cela passe par la maîtrise de son image, bien entendu. Pour vous, par quel moyen on peut maîtriser son image? Exact, clair, contenu pertinent, donc des contenus pertinents et de qualité qui vont intéresser votre cible. D'autres retours? Voilà, Maya, tout à fait. Plus, je vois une bonne élève assidue, hein, Maya. Donc, communiquer de manière qualitative, donc ce qu'on vient de voir. Donc, un contenu pertinent, qualitatif. Karine, en effet, en cohérence avec son ADN. Alors, son ADN, on pourrait le traduire par ses valeurs, en l'occurrence, les valeurs de son entreprise, l'historique, tout ce qui a permis tout ce qui est en lien, en tout cas, avec l'image qu'on veut renvoyer de de son activité, de son entreprise. Les besoins du marché, exact. Donc ça, on le verra par la suite. Ça va faire partie des éléments stratégiques. Il est bien entendu évident que vous devez connaître votre marché avant de ne serait-ce réfléchir au message, puisque ce message-là va être adapté au marché ciblé donc, et aux besoins. Donc, votre cible et les besoins de votre cible. Donc, en l'occurrence, tout à fait, ça rentre dans cette vision stratégique. Qu'est-ce que vous voyez d'autre? Rien de plus, personne d'autre? Donc, on l'a dit, il y a une communication qui propose du win-win, exact, gagnant-gagnant. Donc, là encore, on parle de stratégie. Donc, le gagnant-gagnant, on peut l'appliquer aussi sur votre stratégie éventuellement commerciale. Mais il va falloir faire connaître cette particularité et cette volonté que vous allez mettre en avant de proposer du gagnant-gagnant. La stratégie commerciale, dans tous les cas, elle est étroitement liée à votre stratégie de communication. Donc, c'est indissociable. Aujourd'hui, une entreprise qui est quelle que soit sa prestation, que ce soit de service, vente de produits ou autre, doit définir ne serait-ce que sa stratégie commerciale en premier et sa stratégie de communication derrière. Et c'est étroitement lié, on peut pas les dissocier. Qu'est-ce que vous voyez d'autre? Donc, je vous fais un petit récap pour qu'on avance. Donc, le message transmis, OK, on l'a dit. Les avantages du produit, du service, la mise en avant de ceux-ci. Les valeurs défendues, donc on l'a vu avec l'ADN par exemple. C'est aussi l'association qui est faite de votre image au travers peut-être d'un partenariat ou d'une collaboration.
On peut être partenaire d'un sportif de haut niveau. Il peut être aussi le représentant de l'entreprise. Donc du coup, ces points-là font qu'il va falloir associer l'image qui est transmise par cette personne-là, cette personnalité, qu'elle soit bien en adéquation avec l'image qu'on veut renvoyer de notre entreprise. Donc c'est un choix à faire. C'est la même chose sur le sponsoring d'événements, par exemple. Il y a de nombreuses sollicitations aujourd'hui pour être partenaire ou sponsor d'événements locaux, régionaux ou nationaux. Il faut être certain que ces événements-là correspondent à l'image qu'on veut renvoyer de son entreprise ou de sa société. Ça va aussi en cas de problème. Il peut y avoir un problème sur un événement qui est indépendant de la volonté du sponsor, bien entendu, du partenaire. Mais du coup, il va falloir que le partenaire, lui, s'il y a une publicité négative qui en est faite de cet événement-là, ou de cette problématique-là, il va falloir qu'il puisse en sortir grandi ou positif. Il va falloir qu'il prenne le contre-pied de cette publicité négative qui sera faite par rapport à un événement malencontreux. Donc, c'est des choix. Ça peut être aussi le don auprès d'une ONG. Donc là aussi, on valorise son image, sa réputation, au travers d'une action humanitaire ou autre, mais qui du coup est associée aux valeurs qu'on veut défendre. Ça peut être, vous le voyez régulièrement, notamment dans les très grosses sociétés, il y a des fondations qui sont créées, voilà, qui œuvrent pour différentes actions. Donc, bien entendu, ça a différents avantages, euh, mais c'est aussi valoriser et promouvoir l'image de la société mère, on va dire. On la maîtrise également par la communication dans son ensemble, donc une stratégie de communication globale, la publicité qui est faite, mais également par le service après-vente, le retour client. Donc, n'oubliez pas que la relation client, en tout cas, va contribuer à améliorer votre image et du moins à générer des avis comme nous allons le voir par la suite. Donc la réputation aujourd'hui, c'est ça. C'est l'engagement qui est fait auprès des clients pour les rassurer. Parce que du coup, une fois rassurés, une fois séduits, entre guillemets, ils auront plus de facilité à passer à l'acte d'achat ou à l'acte de commande pour un prestataire. Aujourd'hui, il faut savoir que 8 Français sur 10 se renseignent sur Internet avant de réaliser un acte d'achat. Donc c'est énorme. C'est énorme et on va aller crescendo sur ces statistiques-là. 96% des internautes sont influencés par l'e-réputation. Aujourd'hui, on vit dans ce domaine. C'est tout dans notre entourage, dans notre quotidien, est soumis à avis, à commentaires, etc. Donc, on ne peut pas, il faut maîtriser cette partie-là, dans tous les cas. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir? Alors, je vois pas de main levée. Est-ce qu'il y a donc, Maya, je te remercie, c'est gentil, oui, c'est clair, parfait. Lucie, merci aussi, c'est très clair. Sophie qui nous dit aussi que c'est clair, donc bon, au moins j'ai réussi ça. Première étape réussie, c'est clair. Est-ce que vous arrivez à vous projeter dans vos activités respectives ou dans les projets éventuels que vous avez par rapport à ce qu'on vient de voir là? Alors, Gwendoline.
Je lis la question de Gwendoline. Est-ce que cela fonctionne également pour les associations? Alors, bien entendu, dans tous les cas, aujourd'hui, n'importe quelle structure qui est en contact et en relation avec une clientèle. Là, en l'occurrence, c'est un peu particulier sur une association. Je ne sais pas quels sont les statuts ou le but de l'association, mais dans tous les cas, tu es en contact avec une cible que tu auras définie, que tu auras choisie. Donc, cette image, cette réputation, il faut que tu puisses l'entretenir, la développer pour avoir exactement les mêmes retombées, si je puis dire, de cette communication positive. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Il n'y a pas de quoi, Gwendoline. D'autres personnes? Ok, on va pouvoir enchaîner. Donc, du coup, maîtriser sa réputation ou son ou sa irréputation. Donc, aujourd'hui, la réputation, enfin, du moins avant, on appelait ça le bouche à oreille, quoi. On gérait sa réputation grâce au bouche à oreille. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'avec les différents outils Internet notamment, on doit être présent sur une multitude de plateformes et il doit y avoir une veille en plus, donc une veille de ces supports-là pour ne passer à côté d'aucun commentaire, d'aucun avis, d'aucune notation. Et ce qui se produit aujourd'hui, c'est que on est de plus en plus donc sur un système euh, américanisé. Enfin, personnellement, moi, je l'ai vu au Canada ou aux États-Unis, où en fait, tout est noté. Alors, vous me direz, on y vient de plus en plus en France. Vous voyez, là, je recherchais pour un rendez-vous médical. Je me suis aperçu que même ici, alors peut-être que j'avais coupé un peu trop longtemps avec la France, mais je me suis aperçu qu'on pouvait noter le médecin pour générer peut-être plus facilement des rendez-vous, des prises de rendez-vous. Donc, tout ça se fait, par exemple, aux États-Unis, ça se fait énormément. Ça se fait, c'est un moyen de communication en fait. Il y a certains professionnels, avocats, médecins, etc., qui génèrent du chiffre d'affaires grâce à cette technique-là. Ils génèrent des rendez-vous supplémentaires, ils génèrent des visites, etc., parce qu'ils ont une bonne e-réputation. Donc en fait, on ne les a jamais vus, on ne les a jamais côtoyés, mais par contre, le futur client ou le futur patient, puisque là, en fait, ça devient délicat de dire patient quand on est dans ce système-là, mais en tout cas, donc, le futur patient va se procurer une image ou une vision du professionnel en se disant ben, qu'en lisant les différents commentaires, les différents avis, ben, il peut avoir confiance en cette personne qui va répondre à ses besoins, à ses attentes. Donc, ça va faciliter la prise de rendez-vous, comme ça facilite l'acte d'achat qu'on voyait précédemment. Donc, il y a un système qui est en train de se mettre en place, même chez nous en France, qui tend à qui tend à ça, en fait, hein, qui tend à arriver à ce niveau-là. Alors, c'est un peu malheureux parce que, ben, comme vous le constatez, vous, soit à titre personnel, soit à titre professionnel au sein de votre entreprise, société ou association, vous voyez aussi qu'il peut y avoir des dérives. Il peut y avoir des dérives sur le côté, bien entendu, il n'y a personne qui est infaillible. Il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir des petites erreurs. Et de là, vos clients, futurs clients, ou parfois même des trolls, quoi, hein, qui cherchent même pas à être clients chez vous, mais qui sont là juste pour vous nuire,
vont utiliser ces moyens pour vous dénigrer et pour faire baisser votre cotation. Enfin, on ne parle pas de notes, mais pour faire baisser votre cotation. Exactement, Camille, quand les concurrents les utilisent, c'est ça. C'est que aujourd'hui, il faut prendre ce côté-là en compte qui n'est pas valorisant pour l'être humain, je parle, qui n'est pas valorisant pour l'être humain parce que on tombe dans une concurrence qui est limite déloyale où tout le monde se tire dessus parce que à coup d'écran interposé, on se permet de juger, critiquer, dénigrer et, euh, et au final, ça nuit à la réputation de son entreprise. Une entreprise qu'on met, où on met dans toute son âme là, dans cette entreprise-là pour la faire vivre, pour vivre soi-même. Et il y a des personnes voilà, qui d'un simple clic, arrivent en fait à descendre tout ce travail. Et aujourd'hui, enfin, c'est même pas aujourd'hui, vous le savez, la publicité négative va beaucoup plus vite que la communication positive. Donc, il faut arriver à trouver les alternatives pour pallier à ça et garder cette réputation fidèle à ce que vous voulez transmettre. Donc, vos valeurs, tout ce qu'on a vu précédemment. Est-ce que vous avez des questions là-dessus par rapport à ce qu'on vient de dire? Alors, Alexandra, donc doit-on répondre aux trolls? Alors, il y en a qui sont tellement absurdes, pardon, et énormes que c'est flagrant, que enfin, ça sent le troll, quoi. Aucun des commentaires, aucun des utilisateurs à venir qui liront ce message, tellement c'est énorme, ne prendront en considération le message transmis. Moi, je te dirais que quand c'est vraiment gros et grotesque, pardon, non, ça sert à rien de répondre. Parce que d'un côté, si tu as une personne un futur client qui, en lisant ce type de message grotesque, y prête considération, j'ai envie de te dire que c'est une personne avec qui tu n'auras pas à travailler. Parce que c'est limite peut-être une personne qui cherchera la petite bête pour te nuire aussi. Donc les trolls, non. Pour moi, c'est pas utile d'y répondre. Par contre, il est utile de répondre à tout commentaire, à tout avis, et d'y apporter une solution, et d'y apporter une réponse positive. D'y apporter une solution, déjà, ça va renverser la vapeur. Ça va montrer que vous êtes à l'écoute des besoins, des questions, des demandes de vos clients, des interrogations ou des doutes qu'ils peuvent avoir. Mais vous êtes là et vous êtes à l'écoute. Y apporter une solution aussi de manière physique. C'est-à-dire que si, je vous donne un exemple, un de vos clients vous vendez un produit, il le reçoit de manière détériorée ou avec un défaut ou quoi, ne laissez pas la situation stagner, voire s'aggraver. Parce que cette personne-là, bien entendu, elle vous a fait confiance en faisant l'achat de votre produit, parce qu'elle était séduite par le produit en lui-même, l'emballage, le message que vous aviez réalisé et transmis pour l'inciter à passer à l'acte d'achat. Derrière, si elle est déçue, frustrée parce qu'elle n'a pas reçu ce qu'elle attendait, mais ça, c'est des choses qui arrivent. Bien entendu, dans votre vie professionnelle, il y a des choses comme ça où, comme je vous le disais, vous n'êtes pas infaillible, on n'est pas des robots. Mais par contre, là où vous pouvez y apporter une plus-value, c'est sur la solution apportée pour remédier à ce problème et en l'occurrence faire de ce petit point négatif de votre client en faire une solution
qui va tourner la communication positive. Et en l'occurrence, ce message, cette réponse, l'apport de solutions, etc., retournera le problème et donnera un message clair, limpide et transparent à votre client, qui sera du coup, qui ne sera plus frustré d'avoir commandé chez vous, qui ne sera plus déçu et qui se dira, ben en fait, ils ont été professionnels, ils ont apporté une solution, ils m'ont répondu rapidement, ça aussi, ça compte. Ils ont été à l'écoute de ma demande, etc. Et tout ça fait que cette personne-là gardera une image positive de vous. Et si on parle de réputation, c'est le genre de personne qui n'hésitera pas à dire, voilà, moi j'ai commandé, mon expérience c'est ça, j'ai commandé, il y a eu un souci, mais par contre, derrière, j'ai eu un service client au top qui m'a apporté une solution, qui a été à mon écoute, qui a été réactive, etc. Donc, ça fait, ça ne peut être que du plus, quoi. Alors, je continue, je lis les messages de Maya. Donc, est-ce que la démarche doit être la même quand il s'agit d'une collectivité? Doit-on répondre aux attaques, à toutes les attaques et reproches? Alors, aujourd'hui, Maya, comme tu le sais, et comme je viens de vous le dire en introduction, je suis passé de ce côté-là de la barrière, on va dire. Alors, oui, 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 il faut répondre aux attaques et aux reproches dans le même sens que ce qu'on disait par rapport aux trolls. Alors, à titre d'expérience personnelle dans mon poste actuel, on en rencontre, et notamment sur Facebook, où on en voit énormément. Il y en a quasiment sur chaque poste, si on les compte. Donc les trolls, bien entendu, ça, pour moi, ça me passe au-dessus. Par contre, il y a des administrés, il y a des usagers qui sont en attente de réponses, qui sont aussi, qui ne peuvent être pas contents de la situation ou de, ça peut être tout un tas de raisons, une annulation, un report, des mesures sanitaires. Aujourd'hui, on est là-dedans. Aujourd'hui, les collectivités prennent les foudres en fait, des administrés par rapport à des mesures sanitaires qui sont édictées par la préfecture, l'État, etc. Sauf que les personnes en première ligne sont les maires notamment et les équipes municipales, les élus, les adjoints, etc. Donc, bien entendu qu'il faut toujours y apporter une réponse et expliquer le pourquoi en fait, pourquoi ça se passe comme ça. Bien entendu, des attaques et des reproches, il y en aura toujours. Maya, tu es dans la collectivité depuis quelques années, tu le sais. Donc, le tout, c'est d'apporter une réponse et une solution. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est suffisamment complet pour toi. Ok, ça a l'air. Bon, ça va. C'est parfait. Eh bien, écoute, déjà ça, on aura l'occasion de peut-être en discuter un peu plus personnellement. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus ou interrogations par rapport à cette relation cette relation et cette gestion des commentaires, des avis qui peuvent être faits sur différentes plateformes? Est-ce qu'il y en a ici qui utilisent déjà des sites de vente en ligne, par exemple, pour vendre leurs produits et qui ont été confrontés à ce type de commentaires, alors que, bien entendu, on part enfin, vous partez du principe que vous faites le maximum pour la vente, quoi. Est-ce qu'il y en a dans ce cas? Carole, oh oui, mais vas-y, partage-nous ton expérience. Je t'écoute. N'hésitez pas à mettre, excusez-moi pour l'écho, à mettre le micro ou la caméra si vous voulez intervenir de manière plus longue. Ouais, en effet, Emmanuel, merci de, de rebondir là-dessus.
Alors, Carole me dit oui, beaucoup de détracteurs. Donc, en effet, c'est ce qu'on vient de dire. Je rebondis sur Florence. Donc, comment inciter ses clients à témoigner, même quand ils ne sont pas trop motivés à le faire? Alors, là aussi, c'est en fait, on s'aperçoit des fois, enfin, c'est pas des fois, on s'aperçoit que nous, on est en demande de témoignages, de commentaires pour valoriser une marque, un produit, un service. On a du mal à l'avoir. Et par contre, le même type de personne ou même cible va avoir, va avoir tendance à aller plus facilement le faire naturellement sur, sur d'autres sites ou sur d'autres pages. Donc, c'est un peu rageant. Alors, comme tu le dis très bien, ils en ont marre d'être sollicités. Et en fait, à partir du moment tu fais la demande d'obtenir un commentaire, un avis ou une notation, quelque chose, ils se sentent un peu voilà, pris, un peu forcés dans cette démarche-là et du coup, vont être réticents à le faire. À toi de trouver une solution ou une parade à ça, au travers peut-être des produits que tu commercialises ou des services pour, en étant imaginative, en fait, pour trouver la solution pour que ça génère des commentaires. Alors, passé un moment, tu avais mettez un commentaire ou une notation sur notre site et recevez un bon de 5 euros de remise ou 5% de remise. Ça peut être une solution. Par contre, c'est pour ça que j'insiste toujours là-dessus. Il est important de connaître sa cible avant de lancer ce type d'action ou de communiquer de manière générale. Parce qu'en l'occurrence, vous n'allez pas définir la même action si vous vous adressez à une cible âgée ou à une cible adolescente. Idem, vous n'allez pas communiquer de la même manière auprès d'une femme ou d'un homme, etc. Donc, c'est à vous de définir préalablement votre cible, de vraiment bien l'identifier pour que derrière, aussi bien pour vos messages que pour ce type d'action, ce type de demande, etc., vous puissiez être en capacité de trouver le bon déclencheur pour les amener où vous voulez, en fait, où vous voulez qu'ils aillent. En l'occurrence, mettre ces commentaires-là. Et comme tu le dis, en effet, en tant que consommatrice, tu vois comme tu es sollicité pour participer à différentes études, on va dire, des différentes notations, commentaires, tout ça. Florence, est-ce que ça répond à ton... Ouais, parfait. OK. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions sur ce point un peu délicat? Alors, juste pour, euh, pour compléter cette partie, bien entendu, on parle beaucoup d'e-réputation parce que ça touche une cible très large. Ça touche plusieurs milliers de consommateurs. Mais n'oubliez pas, surtout si vous avez une activité locale, voire départementale, que la réputation se fait encore à l'ancienne, c'est-à-dire le bouche à oreille. Et c'est ce qui marchera le mieux encore aujourd'hui. Je parle pour une activité locale. Votre voisin parlera de vous si il a de bons retours. Il parlera de vous, enfin votre client du quartier, c'est pareil, il transmettra le message à son quartier, à sa famille, à ses amis, et on reste sur une consommation de proximité. Alors, avec tout ce qui se passe, on y revient. On revient à cette volonté de consommer local. C'est pas plus mal. Néanmoins, mais il y a des plateformes qui nous incitent à continuer à consommer sur Internet et
qui s'adaptent et qui font le nécessaire. Aujourd'hui, il y a des commerçants aussi qui cherchent à s'adapter en proposant des alternatives et en proposant notamment, ben, comme on le voit de plus en plus là, ces derniers mois, de l'emporter, du click and collect, etc. Donc, pensez toujours que l'e-réputation, c'est bien, les commentaires, Facebook, tati tata. La réputation de proximité, c'est pas à négliger non plus. Alors, Camille, cela peut être aussi l'inverse parfois, avoir une bonne réputation, mais pas en direct ou inversement. Alors, juste, est-ce que tu te sens de prendre la parole pour me préciser ta pensée? Oui. Ouais, salut Je pense Camille. par exemple à des marques de prêt-à-porter qui font du fast fashion. Très souvent, les gens ils préfèrent commander sur Internet parce qu'il y a un bon service client, niveau retour, remboursement, tout ça, mais qui vont pas aller dans les magasins parce que ils savent qu'ils seront mal accueillis, par exemple. Je suis entièrement d'accord avec toi et c'est sur ces points-là que ce que je disais, en fait, que le commerce de proximité doit se remettre en question aussi. Aujourd'hui, c'est mon avis personnel, hein, je suis pas, je suis pas expert là-dedans, mais le commerçant, pour moi, c'est un métier. Être commerçant, c'est un métier. C'est accueillir les gens, les renseigner apporter pour le coup une expertise. Tu parlais de prêt-à-porter. C'est valoriser son client, c'est trouver les tenues adaptées qui lui iront, etc. Si aujourd'hui une personne rentre dans une boutique de la même manière qu'elle va ouvrir son ordinateur, c'est-à-dire l'ouvrir, commander, payer et c'est tout, aujourd'hui, ben, on voit que la concurrence en termes notamment de prix, et comme tu le dis, il y a des plateformes maintenant carrément de services après-vente, de relations clients pour apporter cette expérience client-là. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la vente uniquement, on est véritablement dans une expérience client, l'expérience de je découvre la boutique en ligne par l'intermédiaire d'un système ultra rodé, comme vous le voyez, des publicités qui apparaissent par rapport à des algorithmes qui reprennent vos centres d'intérêt. Vous découvrez les tenues adaptées à vos recherches précédentes. Vous payez, vous avez des facilités de paiement, enfin c'est adapté. Vous avez les possibilités de retrait, de livraison. Derrière, il y a le service client. C'est vraiment une expérience client qui fait qu'aujourd'hui, on est tenté, bien évidemment, de retourner ce commerçant en ligne. Et c'est sur ce point, et encore une fois, c'est mon avis, que le commerçant de proximité doit s'améliorer. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres questions? C'est bon pour tous? On va enchaîner. Tout ce qu'on a vu, bien évidemment, vous allez devoir transmettre un message, transmettre des valeurs. Je vous le disais tout à l'heure, enfin, ce qui est important avant tout, c'est la transparence dans tout ça. Alors, on a parlé des associations, on a parlé des entreprises, des sociétés, on a parlé aussi des collectivités. Le maître mot, c'est la transparence. Dans tous les cas, on vous attend au tournant. On est dans une société où nos interlocuteurs, clients, administrés ou autres, sont en demande d'informations constantes. De cette manière, il est primordial de communiquer de manière utile et transparente. Je lis l'intervention de Carole. Effectivement, tu as raison, le bouche à oreille est de loin le plus important. Les problèmes rencontrés sont seulement sur les réseaux sociaux avec des gens qui ne nous connaissent pas, pardon, pas facile à gérer, surtout les faux profils, en effet. Et aujourd'hui, ça, c'est très démocratisé, pardon. Donc, c'est à vous de veiller à ça et de le prendre en considération aussi. Allez, je reviens sur donc la transparence. Euh,
être transparent, c'est communiquer de manière aussi à être compris de tous, compris du plus grand nombre. C'est un devoir faire savoir. On est OK là-dessus? Ça implique l'honnêteté, ça implique une ouverture, ça implique une déontologie. Euh, c'est avant tout dire la vérité et dire la vérité à votre cible, à vos clients. Si demain, ce qu'on disait, ben, par exemple, ça peut être un élément qui pour vous va être positif. Un exemple, vous lancez, euh, vous lancez ou vous allez lancer une campagne de remise importante ou de vente privée ou ce qu'on veut. J'ai envie de vous dire, dans les 10 minutes avant ce lancement-là, vous avez une cliente ou un client qui consomme. Alors vous me direz, c'est le jeu, mais en l'occurrence, peut-être lui parler, la mettre au courant de cette action que vous allez effectuer. Elle se sentira concernée et elle se dira que vous êtes à son écoute. Enfin, vous auriez pu faire l'inverse, elle vous lâcher 1000 euros et elle aurait eu peut-être 10% de remise 10 minutes après, mais comme vous l'avez pas tenu informée, elle va se sentir un peu frustrée de cette expérience-là. Là, votre but aujourd'hui, c'est d'arriver à avoir une expérience client qui sera la plus positive possible. Donc, ça peut être aussi de la transparence par rapport à ce qu'on disait sur un produit défectueux, une livraison qui est en retard. Par exemple, une livraison qui tarde, ça sert à rien de faire le mort et d'attendre que le client veuille bien être livré. Il appréciera que vous anticipiez la chose en lui apportant une information avant même qu'il fasse la demande et en le tenant régulièrement informé pour qu'il puisse savoir où est son colis ou ce qui se passe par rapport à sa commande. Si c'est lui qui commence à devoir envoyer un message, à attendre une réponse qui parfois peut prendre plusieurs jours, qui doit renouveler, qu'il n'a toujours pas sa commande et tout, là on rentre dans l'expérience client négative. Donc à vous d'anticiper ça et ça vaut pour tout un tas de choses. Tout à l'heure on parlait des collectivités, des administrations. Là aussi, informer l'administré de ce qui se déroule, de ce qui va se passer, pourquoi c'est ainsi. Je vous parle peut-être des travaux. Vous vous rendez compte dans votre ville que le matin, vous vous levez, route coupée, vous pouvez pas prendre la voiture, vous n'êtes pas tenu informé, vous savez pas ce qui se passe, pourquoi, comment, combien de temps ça va durer, etc. C'est en l'occurrence, c'est à la collectivité d'informer ses administrés. Alors peut-être pas toute la ville, ça dépend comment ça se passe, mais en l'occurrence, les habitants du quartier ou de la rue, en leur disant, voilà, il va se passer ça dans tant de jours. Alors, c'est sûr qu'il ne faut pas le dire à 18 heures pour le lendemain, mais dans tant de jours, il va se passer ça, ça va durer tant de temps. C'est des travaux qui sont pour telle et telle chose, etc. Voilà. Et là, vous apportez une information. La personne se sent impliquée, il n'y a pas de souci, donc il n'y aura pas de négatif. Elle va pouvoir s'organiser, elle va pouvoir enlever les différentes contraintes que ça pourrait lui générer si on l'informe ou trop tard ou pas du tout. C'est OK pour vous, ça? Pas d'intervention? Pour Claire, c'est bon. Pour Lucie aussi. Donc, est-ce que selon vous, est-ce que la vérité est toujours bonne à dire? Par exemple, si on rentre dans ce débat-là.
N'hésitez pas à lever la main si vous voulez être plus réactif. Alors, Maya, pour toi, la vérité n'est pas bonne à dire, c'est ça? Pour mon cas, non, je ne le pense pas. Est-ce que tu peux aller un peu plus loin, peut-être en prenant la parole? Oui, bonjour Nico. Salut Maya. Salut. Non, mon cas c'est un peu particulier. Je ne connais pas les autres participants. Après, pour ayant vécu, ça fait 1 an qu'on vit le Covid et la communication de crise. Non, tout n'est pas bon à dire. Par contre, ne rien dire, c'est encore pire. Alors, il faut trouver un juste milieu entre tout ça et rassurer les gens. Enfin, ça a été beaucoup plus critique l'année dernière, au mois de mars. Rassurer les gens, mais bon, je t'avoue qu'il était hors de question de dire toutes les infos qu'on recevait. Donc, petit à petit, c'était rassurer, trouver un moyen de contourner, je ne sais pas, fournir des masques, trouver des personnes qui vont fabriquer des masques, mais pas Alors, forcément dire que la situation est dramatique, quoi. oui, alors bien entendu que c'est à toi de faire la part des choses sur la communication que tu vas faire auprès de tes administrés. En l'occurrence, l'important pour eux, c'est de savoir que il y a une capitaine dans la barque, qu'on sait où va le bateau. Il n'y a pas de souci. Alors, encore une fois, et je suis pas là pour faire de la politique, mais on constate que ce qui se déroule actuellement et depuis 1 an maintenant, plus d'1 an, montre qu'on est un peu désorienté parce que on se rend compte que les gens qui sont censés nous diriger, nous gouverner, n'ont pas l'air experts dans ce qu'ils annoncent, quoi, dans ce qu'ils font. Euh, et du coup, on est dans ce doute-là. Si demain, toi, dans ta collectivité, tu apportes un message rassurant à tes administrés, bien entendu, sur ce que tu peux faire dans tes compétences et dans les compétences de la collectivité, c'est déjà une première chose, un premier point. Alors, bien sûr qu'il y a il y a des relations, notamment les relations préfecture, collectivité et autres, qu'on ne peut pas divulguer. Mais en attendant, il faut savoir transmettre le bon message et au bon moment à ses administrés via différents canaux d'information pour être sûr que eux reçoivent cette information-là et qu'on ait le moins de personnes possible qui nous disent ben, je ne savais pas, je n'étais pas au courant, vous ne m'avez pas mis au courant, c'est un scandale, etc. Voilà. Ouais, tout à fait d'accord. Merci. D'autres questions ou on enchaîne? Parce que je crois que je vais me faire gronder par Emmanuel parce que, en fait, elle m'a donné 1 heure d'intervention et on est déjà à plus de 50 minutes. Donc, je vais essayer d'avancer un peu plus clairement, enfin, un peu plus rapidement. Donc, la communication, dans tous les cas, vous en êtes conscient et consciente, c'est un métier. C'est un métier à temps plein qui nécessite une présence régulière, une organisation. On a tendance, dans un premier temps, à être quand on prend conscience qu'il faut que cette communication est nécessaire, cette communication auprès de sa cible, on a tendance à être dans le trop. Du moins, on a tendance à envoyer toute la matière et les informations qu'on a, à les envoyer d'un coup. Ce qui fait que pendant 1 semaine, 15 jours, ça fonctionne bien, on alimente les canaux de communication, les réseaux sociaux, la newsletter, le site internet, peut-être des flyers, des choses comme ça. Et puis d'un coup, on se rend compte que on est un peu pris par notre activité principale quand même, parce que notre métier, c'est pas, enfin, quand on crée une entreprise, c'est pas forcément la communication. On est pris par notre métier de base et on doit trouver de la matière supplémentaire. Donc, ce qui fait on est un peu pris euh,
d'un coup, on est dans le plus du tout, quoi. Enfin, on se retrouve à avoir apporté une information à notre cible, et d'un coup, on ne lui apporte plus rien, parce que soit on n'a pas le temps, soit il n'y a pas de matière. Donc, on est soit dans le trop, soit dans le trop peu, ou dans le plus du tout. Et c'est un enchaînement comme ça de montagnes russes qui fait qu'on va perdre son auditoire, en fait. On va perdre sa cible. Et il faut arriver à avoir une constance sur l'information produite. Et ça passe par une organisation en peut-être se disant, je réalise ne serait-ce qu'un post tous les 3 jours sur Facebook. Ça permet de garder de la matière, ça permet d'apporter une communication par petites touches et de durer dans le temps. Si pendant une semaine, vous mettez 2 posts par jour, que vous alimentez de partout et que d'un coup, il n'y a plus rien, ben, les gens, pour eux, vous avez disparu d'un coup, en fait. Donc, il faut entretenir cette relation-là que vous avez avec votre cible. Et ça passe par une organisation. Et je le sais, enfin, je le sais de mon métier, je le sais de mes activités précédentes, je le sais de la relation que j'ai pu avoir là, avec différents porteurs de projets, etc. C'est chronophage. On se rend compte que ben, clairement, c'est un métier à part entière, mais en l'occurrence, c'est une organisation à avoir et à prévoir. C'est pour ça que moi, j'incite tous mes interlocuteurs, que ce soit dans mes clients ou les élèves que j'ai pu avoir dans les ateliers, c'est de prévoir une stratégie d'entrée dès que vous êtes installé, ou voire même en amont, et c'est encore mieux en amont, de prévoir une stratégie de communication. Et ça passe par différents points. Alors, je vais vous partager euh, alors, je ne peux pas dire la Bible, c'est juste un visuel, mais limite un visuel que... alors, comment je fais? 2 petites secondes. Est-ce que vous voyez là ce cycle, donc cette roue? Est-ce que c'est OK? Ouais, OK, c'est bon. Donc du coup, là on est sur ce qu'on appelle donc le cycle de la communication intégrée. Ça vous permet en fait de voir les différentes étapes que vous devez mettre en place pour optimiser votre communication. Donc, on démarre sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est analyser l'environnement, donc connaître sa cible, rencontrer les gens, les écouter, pour pouvoir poser un diagnostic et déterminer les objectifs de communication. Donc ça, on est sur la partie comprendre. Ensuite, vous allez élaborer la stratégie de communication, choisir les publics cibles, les outils, élaborer un plan d'action dans le temps, donc sur la partie planifiée. Vous allez ensuite créer vos visuels, concevoir les messages, développer le contenu par rapport aux différentes plateformes. Et ensuite, donc sur la partie créer, on enchaîne sur la partie communiquer. Donc vous allez communiquer, déployer la campagne. Mais ce qui est important quand vous avez fait ces étapes-là, c'est qu'on ne va pas s'arrêter là. C'est que derrière, il va falloir mesurer et analyser les retombées de cette campagne. L'avantage, c'est de savoir ce qui a marché, ce qui a fonctionné. Vous pouvez très bien vous dire que vous avez créé une superbe stratégie, tout est bien noté, tout est bien cadré, vous avez fait toutes les étapes, vous lancez votre campagne, vous pensez qu'elle est au top, et au final, vous apercevez que ben, le retour, il n'est pas là. Si vous restez sur ce constat-là de vous dire ben, le retour, il n'y est pas, la pub, ça sert à rien, j'arrête, j'en referai plus, ben, vous passez à côté de quelque chose de bien. C'est que à partir du moment où vous n'avez pas pu analyser les retombées, est-ce que votre cible a été atteinte? Est-ce que le message a été compris? Est-ce que l'offre correspondait à la bonne période? Est-ce que l'offre correspondait à ma cible? Est-ce que mes produits correspondent à ma cible?
autant d'éléments qui font que c'est cette analyse-là qui va vous permettre soit de continuer en vous disant oui, ça marche, j'ai la bonne cible, etc., soit de revoir votre stratégie pour pas aller dans le mur. Donc, si vous continuez d'insister en cherchant à vendre un produit à une cible qui ne correspond pas, vous allez vous épuiser, vous allez dépenser de l'argent, vous allez perdre votre confiance, euh, autant d'éléments, alors que peut-être il y a un simple déclic qu'il faut analyser pour comprendre il y a quelque chose qui coince et qu'il faut revoir pour aller de l'avant pour le coup. Est-ce que c'est OK pour vous tous, ça? Est-ce que c'est assimilé? Donc, si c'est OK, donc juste, je vous le fais rapidement. Donc, établir sa stratégie donc, en 5 étapes, pardon, c'est définir ça ou ses cibles, en l'occurrence, à qui s'adresse mon produit ou mon service, une entreprise, un particulier, une association, une institution, définir la tranche d'âge, le sexe, la localisation, les revenus sociologiques, les centres d'intérêt, etc. Il faut définir dans quel but on va communiquer aussi. Donc, quel objectif mon entreprise doit atteindre, quel message mon entreprise doit-elle transmettre, quelle est la problématique à résoudre, si on parle de choses un peu plus négatives. Euh, c'est aussi, bien évidemment, faire connaître son produit et son service, c'est mettre en avant les valeurs de l'entreprise, c'est fidéliser sa clientèle, etc. Et j'en passe. Par quels moyens je vais communiquer, donc quels supports et canaux je vais utiliser, quels seront les mieux adaptés à mes cibles et à mon objectif. Ça sert à rien d'aller dans le premier journal venu parce qu'il vous a démarché ou le premier représentant venu qui vous vend le super outil de communication. Si vous ne connaissez pas la cible qu'il atteint, si elle correspond à la vôtre, si vous ne connaissez pas sa diffusion, si vous ne connaissez pas les retombées que certains annonceurs ont eues, des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas à prendre le temps, à comparer et analyser ce qui peut être proposé avant de vous lancer dans cette étape-là. Le budget, bien entendu, donc c'est à vous de le définir. Grosso modo, donc, dans tous les cas, votre budget il sera différent d'une année sur l'autre. Mais moi, ce que je préconise, c'est que vous ayez un budget communication qui soit entre 2 et 3% de votre chiffre d'affaires réalisé. Et donc, planifier, établir le plan de communication et le respecter. Donc, le plan de communication, c'est la fréquence, c'est la périodicité, c'est les campagnes qu'on met en place, etc. Donc, on l'a vu par rapport à l'analyse, donc les retombées pour affiner votre plan de communication. Donc, voilà les étapes qui sont primordiales. Planifier et pourquoi planifier? Parce que ça va vous permettre d'avoir un regard et une vision sur votre communication. Ça va vous permettre d'anticiper aussi, de gagner du temps, de transmettre un message posé et réfléchi, d'éviter des pièges. Et ça va donner aussi une habitude à votre cible et à votre clientèle. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec la récurrence. Ça vous permettra aussi de respecter une ligne éditoriale que vous aurez définie vous. Pour pas partir tout azimut. Ça aussi, votre cible, elle n'aime pas. Et encore plus, les algorithmes, notamment des réseaux sociaux, n'aiment pas. Si vous gardez une ligne directrice avec une thématique, vraiment une ligne éditoriale claire, restez-y et concentrez-vous là-dessus. Si vous la changez, vous la modifiez, vous y revenez, ça perturbe l'algorithme et pour lui, il vous bloque, quoi, en fait. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Pas de questions? Super Camille, si pour toi tout est clair.
Je pense qu'en plus, Emmanuel, elle va apprécier, parce on arrive dans l'heure, là. J'ai pas trop de retard. Je t'en prie, Virginie. Donc, juste pour finir, pensez également à, à ce qu'on appelle le marketing d'influence. Donc, le marketing d'influence, c'est une stratégie marketing qui permet à une entreprise de faire la promotion de son produit ou de ses services au travers, enfin, du moins en s'appuyant sur la notoriété d'une personnalité ou d'un expert qui, du coup, sera reconnu dans son domaine. Euh, Vous le constatez, c'est très démocratisé. C'est, par exemple, faire appel à un influenceur. Donc aujourd'hui, il y a des sportifs influenceurs, il y a des particuliers influenceurs, voilà. Tout le monde aussi se définit influenceur. Donc attention, dans votre choix, il faut que là aussi, puisqu'on parle de réputation, il faut que cet influenceur-là soit en adéquation avec vos valeurs, avec le message que vous voulez transmettre, parce que vous pouvez très bien tomber sur une personne qui a, alors c'est bien, elle a plein d'abonnés Instagram, elle est tombée au bon moment, elle a fait ses 20 000 abonnés, etc. Par contre, vous constatez au fil de la collaboration, elle fait que des conneries en fait. Et là, ça va nuire à votre image qui est associée à ça. Est-ce qu'elle va mettre votre produit en avant de la manière dont vous le souhaitez? Est-ce qu'elle va valoriser votre marque? Autant d'éléments sur lesquels il faut être vigilant et conscient. Voilà. Donc, par contre, ça peut être une très bonne alternative à la communication, mais ça ne peut pas être votre seul moyen de communication. Ça, il faut en être conscient parce que ça peut très vite chuter, disparaître. C'est très éphémère comme domaine. Voilà. Ben écoutez, je vous ai fait quasiment tout. J'ai été un peu rapide dans mes propos. J'espère néanmoins que ça a été clair et assimilé. N'hésitez pas, je pense que Emmanuel nous en voudra pas si on prend 5 minutes de plus. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et dans tous les cas, on pourra, je l'espère, sur d'autres ateliers, revenir sur d'autres points. Florence qui me dit vive le 04. Alors Florence, tu connais, tu es du coin ou... Ok, ok Claire, ben, il n'y a pas de quoi Claire. Merci à vous en tout cas pour votre présence. Je sais pas si vous avez suivi d'autres ateliers, mais du coup peut-être que la journée a été un peu longue et on vous a chargé le cerveau de toutes ces infos. Et puis le tout c'est d'en prendre acte et de pouvoir se poser et d'avoir le maximum d'éléments possibles pour optimiser sa communication. Donc, merci à vous pour cette présence et cette écoute pendant 1 heure. Maya, ben, tu lui repasseras mon bonjour du coup. Et Florence à Bayonce, ok, donc pas très loin, donc super. Donc en fait, il y avait beaucoup plus de Provençaux et de Basalpins que ce que je pensais. Bonjour au 04 et à la famille, ok, ça va, ça sera fait, pas de souci. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je crois que vous avez terminé votre journée communication avec mon atelier. Et, euh, et encore une fois, alors, il y a quelqu'un qui veut... Non, j'ai cru. Mais Alors oui, c'est moi. oui, Emmanuel, je te Donc, je laisse la voulais vous parole. remercier également pour votre intervention, que ce soit les différents participants ou vous, Nicolas, pour vos échanges et votre apport d'informations qui était vraiment très enrichissant. Et voilà, et vous remercier pour avoir suivi également le programme de la com des curieux pour cette 3e édition. Eh bien, écoutez, Emmanuel, c'est moi qui vous remercie pour la sollicitation. Et peut-être sur une prochaine collaboration à venir, on verra. N'hésitez pas en tout cas. Et ravi que cet atelier ait suscité autant d'interactions. Donc, c'est cool de pouvoir partager tout ça.
Par les temps qui courent en plus. En visio, du coup, plus en présentiel. Eh bien, merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de journée. Profitez encore un peu des rayons de soleil. Et puis, à très bientôt, je l'espère.